Bonjour, je suis très heureuse que nous puissions reprendre sur cette place précisément l'émission Les idées en place avec Patrick, avec qui nous allons dialoguer un long moment aujourd'hui. Les idées en place, concept que nous avons imaginé avec Geneviève Euzet. Bien sûr, nous connaissons l'acception de cette expression, les idées en place, mais pourquoi une place? Parce que nous avions envie d'un contexte urbain, nous avions envie de tourner dans un environnement qui appartient à tous, dans l'espace public, quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison, quel que soit le froid, le chaud, la pluie, le soleil, nous sommes là pour continuer avec les intempéries mentales, les intempéries climatiques, les intempéries sociales, les intempéries politiques, quoi qu'il arrive. Nous souhaitons continuer à parler les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, c'est avec Patrick Roussel. Patrick, bonjour. Bonjour Karine. Très heureuse de te retrouver. Merci de cette invitation. Nous étions ensemble il y a peu à l'Artothèque, mais aujourd'hui, c'est avec Patrick, et pas seulement Patrick Roussel, que nous allons parler. Donc, tu es depuis très longtemps impliqué dans la vie culturelle ici à Caen. Tu es depuis très longtemps observateur et acteur, mais nous ne te connaissons pas dans ce qui te meut intimement, profondément, personnellement. Je sais que tu es bien sûr un fervent défenseur des arts plastiques, mais j'ai cru entendre que tu étais aussi très ému et très sensible à la musique. Peut-être c'est de tout ça que tu vas nous parler. Avec plaisir. Nous sommes très avides de savoir qui est Patrick. Ah, qui est Patrick? C'est une question abyssale. Qui est-on vraiment? Alors peut-être juste une petite, un petit portrait rapide. Je suis effectivement depuis pas mal d'années, comme tu l'as dit, impliqué dans la vie culturelle de Caen, de la ville de Caen. Il se trouve qu'au départ, j'étais pas du tout destiné vers ce type de profession. J'ai un cursus qui m'a conduit progressivement vers l'art par le biais des études de langue et précisément d'italien. Parce qu'après mon bac, je me suis inscrit à l'université de Caen et j'ai commencé des études d'italien. Et c'est peut-être par la culture italienne que j'ai attrapé le virus de l'art. Et puis voilà, la vie a fait que j'étais jeune à ce moment-là. Il était encore dans ce temps, il y avait un service obligatoire, service militaire obligatoire pour les garçons. Et en tant qu'antimilitariste, fervent antimilitariste, il était pour moi hors de question d'aller porter l'uniforme et porter les armes. Et j'ai obtenu le statut d'objecteur de conscience. Et c'est par ce biais-là que j'ai mis le pied dans le monde de l'art, et notamment là où je suis toujours, à l'Artothèque de Caen. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans ce vaste milieu et très riche. Et voilà, je fais toujours tous les jours des découvertes qui me nourrissent. Alors effectivement dans le milieu de l'art, dans le domaine de l'art, des arts plastiques, mais je suis assez nourri aussi par d'autres champs, et notamment la musique, mais voilà, d'autres expressions me touchent aussi, la danse par exemple aussi. Alors c'est vrai que c'est important de faire ce choix délibéré de ne pas porter l'uniforme. Ah oui, pour moi c'était... D'une certaine façon, c'est faire acte de non-violence. Moi j'ai été très intéressée pendant très longtemps par les mouvements non violents qui, hélas, n'ont peut-être pas la puissance et la visibilité que l'on aimerait. Est-ce qu'aujourd'hui,
tu es encore sensible et éventuellement, est-ce que tu milites contre la violence? Non, je ne milite pas au sens où je n'appartiens pas à aucun mouvement ou groupe, mais plus profondément voilà, dans mon âme et conscience, je reste effectivement non violent et antimilitariste. Et antimilitariste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce que nous faisons, nous qui agissons dans le champ culturel, pour que justement être acteur culturel ou être artiste, ce soit un geste efficace, militant, même si on n'est pas militant encarté, un geste qui puisse progressivement changer le logiciel de la violence dans notre programme humain. Il y a un mot qui me vient immédiatement, c'est la notion de partage. La notion de partage, je sais que personnellement, c'est par des rencontres qui ont vraiment compté pour moi, des rencontres avec des professionnels, des rencontres avec des artistes, qui m'ont ouvert des champs que j'ignorais, hein, parce que, comme je le disais, rien ne me conduisait ni dans mon histoire personnelle, ni dans mon parcours d'études, rien ne me conduisait vraiment, véritablement vers ce domaine-là. Et c'est par le partage, au sens où j'ai eu la chance de rencontrer des individus qui m'ont ouvert, m'ont ouvert les yeux, qui m'ont ouvert l'esprit et qui m'ont fait découvrir des choses de cet univers-là. Et je pense que je m'évertue à rendre d'une certaine manière, à restituer aussi le plus possible cette richesse qui m'a été, j'ai eu cette chance d'avoir, et donc de la faire partager au plus grand nombre. Et c'est peut-être utopiste, mais je pense que l'éveil, la culture, l'émerveillement, le questionnement, la réflexion, voilà, peuvent peut-être contribuer à faire que le monde aille mieux, en tout cas se respecte, oui, qui est cette idée de partage et de respect. Voilà, il faudrait maintenant, voilà, chacun peut-être à sa place apporte sa petite pierre pour voilà, faire encore une fois que les choses aille mieux. Bon, la tâche est difficile, hein, parce que le monde est compliqué et le monde est violent, on le sait aussi. Alors tu as dit plusieurs mots qui me semblent essentiels et extrêmement importants. Je dois déjà dire que si j'ai souhaité que nous nous rencontrions sur ce banc, après que nous ayons échangé à l'Artothèque, c'est parce que j'ai senti émaner de toi justement une sorte, oui, j'ai senti un rayonnement très singulier dans le monde de la culture. Parce que le monde de la culture est aussi un monde où il y a pas mal de luttes, oui, de rivalités. Il ne faut pas l'idéaliser, tout à fait. Il faut essayer surtout quand on est artiste, de malgré tout faire entendre sa voix. Et tout est fait dans le monde tel qu'il va pour que nos voix soient étouffées. Donc je crois que ça crée, hélas, chez certains d'entre nous, une sorte de volonté d'affirmation qui est un peu contraire à ce qui nous meut au départ. Donc, ce que tu as dit me semble extraordinairement central, l'émerveillement. S'émerveiller, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et faire partager l'émerveillement, où on est dans cette dimension qui illumine, on sort forcément des logiques de la haine. Et de la rationalisation de la haine. Parce qu'on est, alors souvent, les combats en faveur de la non-violence, surtout en France, les discours liés à justement cette espèce de côté visionnaire, illuminé, que pourraient avoir certains artistes ou défenseurs de l'art, sont critiqués comme étant naïfs. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que ce qui est naïf, c'est la haine et la méfiance vis-à-vis de l'autre. Toi qui pratiques à outrance, vraiment, et c'est ce qu'on ressent, la tolérance, l'ouverture dont tu parlais, comment est-ce qu'on peut essayer de faire changer cette particularité de la culture française qui est d'aller s'affirmer presque envers et contre l'autre?
je profite du fait que j'ai un non-violent, un ancien objecteur de conscience devant moi pour poser ces questions-là. Comment faire par l'échange, par le dialogue, par le respect des opinions, même si elles sont divergentes. Encore une fois, toujours dans le respect des idées, de ne pas s'affirmer comme le détenteur de la vérité, se remettre en question soi-même, toujours aussi. Je pense que c'est peut-être des pistes qu'il faudrait travailler. C'est pas simple, hein. On sait que voilà, l'être humain est complexe, mais voilà, c'est peut-être dans ces voies-là qu'il serait possible là encore de faire bouger les lignes. Oui, écoute, je crois que c'est à nouveau très très important. Tu viens de parler d'une méfiance vis-à-vis de certitudes assénées ou de certains dogmatismes. Oui. Et peut-être qu'on peut mettre en parallèle le fait qu'il y a un certain romantisme dans la culture française. On reste sur cette idée qu'il faut s'exprimer, que la part singulière de nos subjectivités vaut mieux peut-être que ce qui nous relie à la logique du vivant d'une manière générale. Il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de la vérité scientifique et du doute qui est induit. Or, peut-être que ce dont tu parles, d'une certaine façon, c'est qu'il faudrait refaire à nouveau l'apologie du doute. S'il y a une apologie, c'est celle justement de ne faire l'apologie de rien d'autre que le scepticisme et le questionnement. Oui, je crois que c'est assez juste, effectivement. Douter, c'est pas au sens négatif comme on peut l'entendre, une incertitude ou qui relèverait d'une errance, mais douter pour mieux s'affirmer, pour mieux affirmer sa singularité. Oui, je pense que c'est assez juste ce que tu soulignes là. Oui, et peut-être pour être plus réceptif. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on est moins arc-bouté ou je dirais monolithique dans ses certitudes et ses positions, on est davantage amené. Donc, maintenant, il est peut-être temps dans cette rencontre de faire le lien entre Patrick, dont nous avons un tout petit peu entrebâillé la porte de la connaissance, et puis le directeur adjoint de l'Artothèque, c'est ce que tu es? C'est ce que je suis, oui, effectivement, je suis directeur adjoint de l'Artothèque. Donc mon chemin m'a mené de mon statut d'objecteur à l'Artothèque à celui de directeur adjoint. Donc je suis assez heureux de ces années passées finalement à me former également, comme je le disais tout à l'heure, à ouvrir un peu mes oreilles, mes yeux et ma pensée. Donc oui, j'ai la chance d'être au sein de la structure, de cette magnifique structure, de cet outil extraordinaire qui est l'Artothèque, et donc qui peut-être tout le monde ne connaît pas forcément le concept des artothèques. Une artothèque, c'est un lieu de partage, on revient sur ce terme. On partage la rencontre avec l'art. Donc c'est comme une bibliothèque, mais au lieu d'emprunter des livres, le public peut venir emprunter des œuvres d'art. Donc l'Artothèque constitue une collection d'œuvres d'artistes contemporains qu'elle met à la disposition de tous, vraiment de manière très simple. C'est un concept qui n'est pas si récent, puisque les premières artothèques voient le jour au début du XXe siècle. Alors ça a mis du temps pour arriver en France, et l'Artothèque de Caen est créée en 1986. Moi je commence à travailler à l'Artothèque en 88. Sous le statut d'objecteur de conscience, comme je l'ai dit. Et donc, depuis toutes ces années, on a constitué une collection qui est très riche aujourd'hui, de plus de 3000 œuvres, près de 4000, on est plus près de 4000 œuvres aujourd'hui, disponibles à tous. Et puis l'Artothèque, c'est aussi un lieu, un centre d'art, pour faire vite, où on organise des expositions. Donc il y a une dimension aussi d'aide à la création, d'accompagnement des artistes sur certains projets. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place
pour accompagner justement le public qui parfois vient faire sa première rencontre avec l'art et qui voilà, va pouvoir aussi, au gré de leur passage à l'Artothèque, découvrir une exposition, être surpris, être peut-être dérangé par des propositions. Mais voilà, tout ça va participer effectivement d'une émancipation finalement. Voilà, rendre chacun oui, responsable et émancipé face aux choses culturelles. Alors, tu es là depuis plus de 30 ans, si je sais compter. Eh oui. Donc, nous avons commencé à découvrir un petit peu qui tu étais, ce désir de partage, cette volonté effectivement de faire que s'ouvrent les portes magiques de l'émerveillement. J'imagine que tu as marqué la collection de l'Artothèque, la politique de l'Artothèque à travers toutes ces années, parce que justement cette permanence d'une personnalité, c'est important. De quelle manière vois-tu ce que tu as apporté personnellement, toi, Patrick, à cette institution? Alors, juste une petite boutade qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est une petite équipe à l'Artothèque et c'est vrai que je suis un peu le doyen, d'une certaine manière, et du fait que je sois arrivé vraiment au tout début de la mise en place de cette structure, j'ai pu participer effectivement à cette histoire, à cette construction. Et j'ai un peu, d'une certaine manière, souvent les collègues me disent « Oui, toi, tu es un peu la mémoire de toute cette histoire traversée ». Comment personnellement j'ai marqué, c'est compliqué parce que en tant que responsable d'une structure, il faut trouver l'équilibre entre soi, c'est-à-dire l'individu, mes goûts, mes attirances, mes préférences en matière artistique, et la chose publique et commune. Et donc, c'est pas ma collection. Alors il se trouve que, je ne peux pas dire que je sois collectionneur, mais voilà, c'est un fait, j'ai aussi attrapé, je parlais du virus tout à l'heure, mais c'est un petit peu de cette manière que j'en parle. J'ai aussi commencé très tôt à acheter des œuvres, voilà, avec mes moyens, peu de moyens que j'avais à ce moment-là. Je continue à avoir, j'ai pas une fortune, mais voilà, et donc moi j'achète des œuvres pour moi. Alors parfois il y a évidemment il y a des troncs communs entre les œuvres que je peux acheter à certains artistes que je connais ou que je ne connais pas, et puis les retrouver au sein de la collection. Mais je vraiment souligner le fait que la collection de l'Artothèque, c'est pas la collection d'un individu, ni de Patrick Roussel, ni de la personne qui dirigeait l'Artothèque précédemment. C'est une collection qui s'adresse aux autres, donc qui se veut la plus ouverte possible. Et donc, certes, ça serait mentir de dire qu'on n'a pas laissé un peu quelque chose de soi dans cette construction, mais avec cette précision que pour le dire plus simplement, dans la collection de l'Artothèque, il y a des œuvres d'artistes ou de mouvements artistiques qui ne me touchent pas, pour lesquels je suis peu sensible, mais dont je connais l'importance dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de l'art contemporain récent, et qui ont toute leur légitimité, toute leur place. Donc voilà, c'est un petit peu cette ligne d'équilibre qu'il faut s'évertuer à respecter lorsqu'on a la charge effectivement de constituer une collection publique, puisqu'il s'agit bien de cela au sein de l'Artothèque. Après, si peut-être en tant que parfois certaines fois commissaire d'exposition, là c'est mes projets, j'ai envie d'inviter des artistes et j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, et là effectivement ça se retrouve, mes attirances personnelles et le fait là encore de vouloir le faire partager, découvrir aux autres.
Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est assez fabuleux parce que voilà, on a cette possibilité-là d'inviter un artiste avec lequel on est en adéquation, qu'on a envie de défendre, de faire découvrir. Et donc, c'est vrai donc que tu peux exprimer quand même oui, tes goûts, si je puis dire. Tout à fait. Il m'est rarement arrivé, excuse-moi de te couper, mais je crois jamais arrivé, il nous est jamais arrivé à l'Artothèque de présenter des œuvres ou des artistes qui nous intéresseraient pas, d'une certaine manière. Hein. Bon, voilà. Donc au départ, c'est une association, oui. l'Artothèque, et la collection aujourd'hui appartient à Alors en cette fait, association. ça a toujours été une association, mais l'histoire fait que c'est la ville de Caen hein, qui a souhaité la création de l'Artothèque. Donc c'est une association qui est portée par la ville de Caen et qui est financée principalement par la ville de Caen, même si d'autres institutions viennent renforcer le financement de la structure, la DRAC, la région, le département. Mais c'est quand même à 75% une structure financée par la ville de Caen. On est dans un bâtiment qui s'appelle le Palais Ducal, qui est mis à disposition de l'Artothèque par la ville. Donc ça a toujours été une association. Voilà, il se trouve que ce régime a été choisi, de fonctionnement a été choisi à l'époque pour des raisons de commodité, et on est resté sur le mode associatif. Et donc la collection appartient à l'association? Alors la collection, par convention, en fait, appartient à la collectivité, c'est-à-dire à la ville. Ah oui. Oui. Bon. Alors, puisque en fait les œuvres sont acquises avec des fonds publics, donc on a une convention avec la ville qui stipule qu'en cas de dissolution, de disparition de la structure, de l'association, ce que je n'espère pas évidemment, cette collection revient de fait à la collectivité. C'est pas très fréquent qu'une ville ait une collection, un projet. Alors il y a les collections muséales hein, qui sont voilà, mais je ne sais pas si c'est d'ailleurs le fonctionnement de toutes les artothèques, parce qu'on n'est pas la seule artothèque sur le territoire, mais les modes de fonctionnement peuvent varier, donc je ne sais pas ce qu'il en est des autres structures, mais c'est vrai que c'est un objet assez étonnant, hein. C'est une collection publique à usage privé, intime, puisque ces œuvres vont aller chez monsieur et madame Dupont ou dans des écoles ou dans des établissements scolaires ou hospitaliers. Et donc c'est une collection publique mais à usage privé d'une certaine manière. Donc c'est cette double... Et alors j'ai une question, il y a une proportion importante, je crois, d'artistes caennais ou normands dans la collection de l'Artothèque. Est-ce que vous privilégiez les artistes qui travaillent sur le territoire? Non, on ne peut pas dire privilégié. En revanche, on a une attention évidemment particulière à la scène artistique régionale, locale, caennaise ou plus largement au niveau de la région. Mais en revanche, ce n'est pas une collection d'artistes régionaux. Se croisent dans cette collection aussi bien des artistes de toute nationalité que des artistes français vivant dans d'autres régions que celle de Caen, de Normandie. Mais de fait, l'école des beaux-arts de Caen, voilà, on est assez attentif à cette jeune scène en devenir. Hein, et par exemple, l'exposition que j'ai eu le plaisir de présenter cet été dans le cadre de Normandie impressionniste, j'ai eu à cœur, c'est une exposition collective, mais j'ai eu à cœur dans cette exposition d'associer aussi bien des figures importantes de l'art contemporain que des jeunes artistes que je suis depuis peut-être 4-5 ans, depuis leur sortie de l'école. Et c'est vrai que pour certains, c'est aussi l'intérêt et le plaisir de mon métier, c'est voilà, d'être à la recherche, enfin en tout cas d'être en éveil en permanence. En éveil. Et ça m'amène à te demander, est-ce que tu as remarqué une vitalité particulière de la création du côté des arts plastiques à Caen? Oh oui. En Basse-Normandie, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Ah oui, je trouve qu'on est quand même, sur le plan culturel d'une manière générale, la ville de Caen est quand même, on est quand même gâté hein, en temps normal, parce que les musées sont fermés, les cinémas sont fermés, on le sait, les théâtres sont fermés, mais les centres
chorégraphiques sont fermés, on ne peut pas aller voir les spectacles, mais on est quand même dans une ville où on a la chance de pouvoir avoir 2 cinémas à essai, un centre chorégraphique national, une scène dramatique nationale, un théâtre et des lieux alternatifs, dont des lieux plus institutionnels comme ceux que je viens de citer, un FRAC, un musée des Beaux-Arts avec une collection extraordinaire, un musée de Normandie également, mais aussi des structures, des lieux, voilà, quand je dis alternatifs, qui ne relèvent pas de l'institution. Je pense aux ateliers intermédiaires, je pense à ce que vous faites avec la galerie Ida, je pense au collectif Manœuvre, enfin voilà, j'en oublie certainement des festivals qui rythment cette vie culturelle entre les Boréales, le festival Interstice, et là encore j'en oublie certainement. Et oui, la scène artistique, culturellement parlant, Caen est très richement doté. Au niveau des arts plastiques, alors il y a peut-être un manque, c'est peut-être l'absence, il en existe quelques-unes, mais de galeries privées sur le territoire. Hein. Il y a quelques galeries, mais moi je rêverais qu'il y ait voilà, encore plus de lieux avec des identités, voilà, chaque galerie, ce qui se passe peut-être un peu plus à Rennes par exemple, et ça c'est peut-être un manque. Donc la présence sur le territoire des artistes plasticiens, oui, elle est forte, notamment par cette école qui est quand même là aussi un outil extraordinaire, hein, d'où chaque année voilà, sont diplômés des artistes qui alors parfois quittent le territoire parce que voilà, il y a aussi peut-être un manque de structures permettant des ateliers de travail, etc. Donc il y a beaucoup d'artistes qui commencent à faire une petite carrière ici et puis qui partent de Caen pour d'autres villes plus importantes. Mais oui, la scène artistique est riche et j'ai pas fini d'en faire le tour finalement. Mais écoute, je suis contente que tu remarques un manque de galeries puisque je vais ouvrir une galerie sur le port de plaisance de Ouistreham qui va s'appeler Bellerive avec un axe photographique assez fort. Et parfois on a l'impression, lorsqu'en tant qu'artiste on ouvre un lieu, on se dit mais d'autres font notre travail, d'autres font ce travail et il y a pléthore. Donc ça me ravit. Est-ce que tu dirais que le fait que des artistes prennent des initiatives comme d'ouvrir une galerie ou de créer un lieu de spectacle, tu parlais de lieux alternatifs ou intermédiaires, ce qu'on appelle, est-ce que ça te paraît important? Quelle serait la différence selon toi entre un artiste ou une compagnie dotée d'un lieu et une institution qui nomme tous les 3, 6 ans, 9 ans un directeur? Qu'est-ce qui fait la différence? Les moyens financiers, sans doute. C'est d'une certaine... Mais peut-être plus fondamentalement. Je ne sais pas, peut-être il y a peut-être une liberté, peut-être plus large. Je ne sais pas, c'est peut-être pas l'adjectif, mais lorsqu'on est directeur d'une structure labellisée, etc., effectivement, c'est bien normal, il y a des comptes à rendre, enfin voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais et peut-être que lorsqu'on on fait partie d'un collectif où les choses sont peut-être plus spontanées, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais la question des moyens humains et financiers fait grandement la différence, souvent. En revanche, je trouve assez intéressant le parcours de l'Artothèque, qui est, si j'ai bien compris, était une association. Tout à fait. Ce n'est pas une volonté née d'une collectivité.
Si, au départ, c'est au vraiment départ, la ville de Caen l'adjointe à la culture de l'époque, hein, qui s'appelait Madame Rivière, qui est décédée il y a quelques années, qui était maire adjointe à la culture sous la mandature de Jean-Marie Giraud, qui a souhaité la création de l'Artothèque, qui a eu l'idée, qui a dit la ville de Caen va s'engager. Et c'est pour ça qu'en 86, quand l'Artothèque ouvre, elle est installée au sein du théâtre municipal. Ça s'appelait à l'époque Théâtre municipal de Caen. Voilà, et donc il y avait vraiment une volonté de la ville, hein, de faire émerger cette structure. Bon, en tous les cas, toi, tu es là depuis plus de 30 ans, donc moi je trouve important aussi qu'une personne ou une personnalité soit vraiment marque de son empreinte un projet. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un mouvement de renouvellement qui est rapide. On est plutôt on est plutôt dans chacun veut marquer sa patte. Et justement, je pense qu'il y a une méfiance par rapport au fait que les individus marquent. Or, un homme politique, je pense, doit avoir une vision et un projet pour bien mener un pays. Et peut-être un directeur adjoint d'Artothèque aussi. Tout à fait. Et dernière question. Entre la photographie, qui me tient fortement à cœur, et les arts plastiques, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une hiérarchie? Est-ce que la photographie est encore cet art mineur, mal aimé, moins aimé? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu remarques? Alors, on n'est plus à l'époque où Baudelaire, je crois, disait la photographie est le refuge des peintres ratés. Non, je pense que la photographie a toute sa place sur la scène artistique contemporaine, mais il faudrait parler des photographies, enfin de la photographie, et là je pense qu'il n'y en a plus pour vraiment le temps, mais entre la photographie dite plasticienne, la photographie documentaire, la photographie, l'approche plutôt journalistique, tout ça coexiste. Moi je le vois par exemple au sein même de la collection de l'Artothèque. On a d'année en année amplifié la présence de la photographie dans la collection. Et je pense que c'est un signe encourageant aussi pour la suite. Alors, quelques noms de photographes qui sont à l'Artothèque ou de plasticiens pour que le public qui nous écoute se représente la chance et la possibilité d'aller vivre avec des œuvres. Quelque temps avec un soulage. Alors, un soulage, un Dubuffet, un Miro, un Tapiès, en photographie un Doisneau, un Ronis, un Bouba, un Depardon. Il y a plus de 800 artistes présents dans la collection et un William Klein. Voilà, on a cette chance effectivement de pouvoir très simplement et très facilement venir à l'Artothèque et pouvoir avoir cette possibilité de partager 2 mois avec l'œuvre de ces artistes. Ça, c'est extraordinaire. Alors c'est une très grande chance, vous allez pouvoir vivre avec l'un ou plusieurs des artistes que Patrick citait. J'ai pas beaucoup cité des artistes femmes d'ailleurs, je me rends compte dans tous ces noms qu'on vient de citer, mais elles sont très présentes aussi, Annette Messager, oui, Claire Tabouret, enfin plein d'artistes aussi. On a d'ailleurs en ce moment une exposition consacrée à une grande artiste qui s'appelle Nina Childress, une exposition malheureusement qui n'est pas accessible et qui n'est pas ouverte au public, hein, puisque voilà, on n'a pas cette autorisation de la faire visiter par le public comme on le fait habituellement. Mais on espère que dans les semaines qui viennent, on pourra de nouveau accueillir notre public et faire partager encore cette découverte de l'art. Espérons-le. Nous, femmes et hommes de spectacle, nous sommes particulièrement privés. Mais les amateurs de visite physique dans les musées aussi. Et si vous passez la porte de l'Artothèque, en plus, vous aurez la chance de voir Patrick, que l'on croise très facilement, et qui parfois emballe les œuvres. Ah, mais oui, moi je suis sur tous les fronts, mais comme tous les collègues de l'équipe, hein, voilà, même si on est directeur ou directeur adjoint,
On ne rechigne pas à passer le rouleau de peinture s'il faut repeindre un mur, à emballer les œuvres et à faire toutes les tâches. Voilà. Voilà, alors n'allez pas bouder tous ces plaisirs de rencontres avec les artistes et l'équipe de l'Artothèque. Et longue vie Merci. à nos pratiques et qu'elles redeviennent bien charnelles et bien physiques. Physique, tout à fait. Merci Patrick. Merci Karine, merci beaucoup.